Et si la meilleure porte d'entrée vers la réussite, c'était l'échec? Bienvenue dans Échouer pour réussir, un podcast de Paddock Academy, carrefour de l'innovation, de l'entrepreneuriat et de la diversité du territoire du Grand Est. Découvrez dans chaque épisode comment notre invité a transformé un échec marquant en véritable tremplin. Bernard Cress, merci d'être parmi nous. Donc, on est ravis de vous accueillir au sein de l'ISU, ici aujourd'hui à Strasbourg, à Elkirch notamment, pour ce premier podcast du Paddock Academy. Merci. Où les échecs les plus marquants deviennent finalement les plus belles leçons de réussite. Voilà. Ce que j'aimerais peut-être, pour démarrer ce podcast, que vous puissiez parler un peu de vous, vous présenter. D'accord. Par quoi je vais commencer peut-être par le fait que je suis alsacien, Oui. que je suis un enfant du pays, pas très loin de Strasbourg, à côté de Haguenau, dans un petit village qui s'appelle Neubourg. C'est là que j'ai grandi. Je suis allé au lycée à Haguenau, au lycée d'enseignement général et technique. J'ai passé mon bac et puis je suis allé à Strasbourg. J'ai fait une école d'ingénieur. Elle est juste à côté d'ailleurs, l'école nationale supérieure de physique de Strasbourg. Et quand on quitte un village alsacien, notamment Neubourg, et qu'on arrive aux États-Unis, comment ça se passe ? Il faut toujours faire ce qu'on adore. Et moi, j'ai commencé à vraiment adorer l'optique et surtout la photonique de par mes études à l'université de Strasbourg et puis à l'école de physique de Strasbourg. Et c'est quelque chose que 30 ans après, je continue à adorer. Donc cette thèse, j'ai passé plusieurs années à la faire et pour moi, c'était une énorme satisfaction de faire cette thèse. Je l'ai faite en anglais pour pouvoir avoir aussi cette ouverture internationale. À l'époque, la majorité des thèses se faisaient en français. C'était pas évident de négocier le fait d'écrire sa thèse en anglais et de présenter sa thèse en anglais en France. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus accepté, mais à l'époque, dans les années 90, c'était pas évident. Mais là, ça m'a beaucoup aidé. Et cette thèse, en fait, avec l'aide de mon directeur de thèse, s'est transformée en un livre. Ah oui. Donc, ce livre a été publié par John Wiley, qui est un éditeur très connu sur le plan scientifique au monde. Et ce livre a été traduit en japonais. J'avais une trentaine d'années et voilà, je me retrouve avec ces deux livres. Très gratifiant pour vous par rapport à votre parcours. Oui. Très valorisant. Oui, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé, qui m'a projeté un peu en avant. Avant que je ne vienne dans un labo, ils me connaissaient déjà parce qu'ils avaient mon livre. Et moi, à l'époque, je ne pensais pas que j'étais prêt à écrire un livre ou que j'avais les connaissances nécessaires à écrire un livre. Et c'est vraiment mon directeur de thèse, Patrick Meroès, qui m'a dit non, tu as les capacités et tu vas publier ce livre. Et voilà, ça s'est fait en 1999. Ouais. Et depuis, j'en ai publié 5-6. D'accord. Ouais. Donc, on peut dire que vous étiez vraiment dans un état d'esprit très positif. C'était très, très gratifiant pour vous. Est-ce que, par exemple, si vous deviez choisir un moment d'échec marquant dans votre parcours, quel serait ce moment ? Bien, oui, pour avoir des hauts, il faut des bas. Parce que sans bas, il n'y a pas de haut. Et pour vraiment avoir la satisfaction de vivre un moment haut, il faut des moments bas. Ça, c'est clair. Et ça se retrouve un peu partout, pas seulement sur les carrières scientifiques, mais dans tout. Et le premier grand échec, en fait, c'était un échec qui est lié aussi à la façon dont on a développé un produit il y a 15 ans à peu près. Ça s'appelait Google Glass à Google. On était une petite équipe d'une quinzaine de personnes
Et bon, ça avait évolué vers 300 personnes et on a développé ces lunettes connectées. Donc, lunettes connectées. Et on était très, très excités par ce hardware qu'on a développé. On ne savait pas trop ce qu'on allait en faire. On s'est dit, ben voilà, les développeurs vont bien trouver quelque chose à faire avec ces lunettes. Très innovant, très avant-gardiste. Voilà. Le problème, c'est qu'on était tous qu'on appelle ça des geeks. En français, je ne sais pas comment on traduit ça. Des hyper passionnés. Des hyper passionnés, mais vraiment des scientifiques qui ne comprenaient pas vraiment ce que c'était qu'un produit. Un produit qu'il fallait vendre à des consommateurs. Oui. Nous, on était vraiment passionnés par l'optique, les senseurs et toutes les micro-optiques qu'on a intégrées dans ces lunettes. Et bien sûr, c'était un flop. C'était un flop. Les gens se disaient, mais pourquoi il me faudrait une lunette connectée? Et on a mis des centaines de millions dans ce développement, et ça ne s'est pas vendu. Mais alors, pas du tout. Bien au contraire, ça a été relégué au niveau d'une farce, une farce scientifique. Bon, bien sûr, l'industrie, les professionnels ont adoré les Google Glass, c'est bien. Ils sont utilisés aussi à Strasbourg, ici, dans le domaine chirurgical, Palircad et d'autres. Mais le consommateur n'a vraiment pas trouvé ça. Donc le grand public, en fait. Le grand public, oui. Ouais. Consumer, oui, la traduction de consumer en français, c'est plutôt grand public, c'est pas le consommateur. Ouais. C'est quelque chose que vous maîtrisez dans votre domaine, entouré de vos pairs. Par contre, effectivement, quand on touche les grands consommateurs, le grand public, et qu'on effectivement, on se prend en face à peut-être des remarques désobligeantes ou en disant ils sont un peu fous peut-être de voir des lunettes qui permettent de... Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour nous, les ingénieurs, je suis un ingénieur, pour nous, les ingénieurs, ce n'était pas vraiment un flop, puisqu'on a développé des lunettes qui marchaient très bien, mais qui n'avaient aucun écho dans le grand public. Et c'est en fait le grand public qui nous a montré que c'était un flop. D'accord. Nous, on n'a pas compris ça. On a vraiment eu du mal à comprendre ça. Ce sont des lunettes qui étaient fantastiques, qui étaient un concentré de technologie micro-optique, même nano-optique, fantastique il y a 15 ans. Et comme scientifique, comme ingénieur, pour moi, c'était un succès. Mais ça m'a pris beaucoup de temps pour comprendre en fait, que ce n'était pas un succès, que c'était un échec, puisqu'il n'y avait pas, il n'y avait pas de cas d'usage. C'était un gadget scientifique sans usage. Pourquoi est-ce qu'on utilise un téléphone? Parce qu'on ne peut plus vivre sans téléphone. Ce n'est pas un gadget. Tout à fait. Pourquoi les gens, le public n'a pas acheté ces lunettes? Il n'y avait pas vraiment de cas d'usage pour ces lunettes. Prendre des photos, on peut les prendre par un téléphone. Lire le mail, on peut le faire avec un téléphone, un ordinateur. Appeler quelqu'un, on peut le faire avec un téléphone aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces lunettes? On a compris qu'il fallait attendre l'émergence de l'IA et de l'IA agentique, agentic AI, et surtout l'IA multimodale. Donc, avoir quelqu'un sur sa tête qui voit ce que vous voyez, entendez ce que vous entendez, et entendez ce que vous voyez, et voyez ce que vous entendez, pour avoir cette énorme superpower qui peut être utilisée par le grand public. Et je pense que... alors ça, c'est Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, qui a dit ça il y a quelques semaines. Il pense que malheureusement, que les gens qui n'auront pas accès à ces lunettes seront bien défavorisés dans leur vie de tous les jours et dans leur vie professionnelle face aux personnes qui ont accepté cette technologie sur leurs yeux. Est-ce que ce parcours-là, justement, de se dire, voilà, à un moment donné, je n'ai pas vraiment été entendue, je travaille sur un autre concept, et ça vous a du coup permis de rebondir, justement, de garder en fait cette ferveur, de se dire, mais je vais y arriver à un moment donné, à faire passer ce concept, à faire prendre conscience
aux grands consommateurs, au grand public, voilà, toutes ces... Alors bien sûr, il faut de la résilience. Hein. Il ne faut pas se décourager. On a perdu beaucoup d'ingénieurs très motivés, on a perdu beaucoup d'argent. Et c'est très impactant psychologiquement aussi, je pense. Oui, psychologiquement, c'est pas évident de comprendre, alors que nous, on pensait que c'était un succès, que c'était en fait un échec. Et c'était pas évident. Et pendant quelques années, personne ne voulait entendre parler de lunettes connectées. Néanmoins, on a continué à travailler sur ces technologies, et heureusement qu'on a continué à travailler sur ces technologies pour, 10 ans plus tard, pouvoir proposer un produit qui a un véritable écho avec le grand public grâce à cette convergence entre les lunettes connectées et l'agent IA qui est maintenant disponible et qui peut être disponible sur les lunettes connectées en temps réel. Et alors, j'ai envie de vous partager une phrase de Winston Churchill. Alors, il dit notamment « Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme ». Exact, oui. Alors ça, c'est pas évident. Et je suis sûr que Winston Churchill y est arrivé, hein, heureusement d'ailleurs, pour tout le monde. Mais c'est pas évident. Mais ce qui m'a vraiment aidé, c'est cette passion... bien sûr pour le produit, pour les lunettes connectées, mais surtout pour la technologie qui est en interne, donc la technologie optique et photonique. Et cette passion, elle ne m'a jamais lâché d'ailleurs. C'est pour ça que je me suis beaucoup investi dans la Société internationale d'optique et de photonique. C'est aussi cette appartenance à cette communauté internationale d'ingénieurs qui font la même chose que vous, mais dans des pays différents, dans lesquels on organisait des conférences, qui m'a beaucoup aidé à ne pas perdre cet enthousiasme. Et c'est quoi votre source d'inspiration justement pour ne pas perdre cet enthousiasme et pour rebondir? Parce que vous avez rebondi, vous avez finalement jamais lâché. Ouais. Vous étiez convaincu. Alors je pense que si je n'avais que mon team dans mon entreprise, qui était Google et Microsoft, ça aurait été très difficile, mais j'avais aussi cette immersion dans la communauté internationale d'optique et de photonique qui m'a vraiment porté durant les coups durs. Oui. Durant les phases de succès, comme celle maintenant, il n'y a pas de problème, mais durant les coups durs, il faut avoir d'autres ressources, et c'est surtout les ressources que j'ai trouvées dans la Société internationale d'optique et de photonique, avec des gens incroyables, qui ne sont pas nécessairement des États-Unis ou de l'Europe, mais de n'importe quel pays au monde. Oui. Parce que c'est une société internationale qui regroupe en fait tous les pays au monde. D'avoir cette reconnaissance en fait de cette technologie que vous étiez en train de développer, de finalement y croire aussi, de faire confiance. Et échanger avec... bien sûr, quand on travaille dans une boîte, il est très difficile d'échanger avec d'autres boîtes et d'autres universités. Il faut vraiment garder un peu confidentiel ce qu'on fait dans la boîte, mais quand on échange au niveau d'une société scientifique, alors là tout est ouvert, tout est transparent et on échange beaucoup plus facilement, on discute beaucoup plus facilement. Ça on a tous les 2 ans, on a SPIE Optics and Photonics Europe. Donc Photonics Europe, qui est une conférence qu'on organise depuis 2004 à Strasbourg, au Palais des Congrès. Et alors en 2024, on avait pratiquement 3000 personnes qui sont venues. L'année prochaine, je vous invite tous à venir à Photonics Europe, au Palais des Congrès. Ça va se passer en avril. On pense qu'on aura à peu près 3500 personnes, donc des chercheurs qui viennent d'un peu partout. Pas trop des États-Unis, parce que on a pas mal de conférences qu'on organise aux États-Unis. On a un peu plus de personnes. Par exemple, Photonics West qu'on organise tous les ans à San Francisco.
charrie à peu près 25 000 personnes de cette communauté internationale d'optique et de photonique. Mais là, ce qui est intéressant à Strasbourg, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants. Oui. C'est qu'il y a énormément de jeunes et beaucoup d'étudiants. Ils sont très intéressés par ces nouvelles technologies et comment ces technologies optiques et photoniques sont intégrées pour réaliser des lunettes connectées. Et ça j'adore. C'est beaucoup plus qu'aux États-Unis. On voit plus d'industriels. Mais ici, à Strasbourg, on voit beaucoup d'étudiants. Et ça, c'est fantastique. Ouais, et puis du coup, ça permet de provoquer des ambitions parmi ces jeunes étudiants. Ah oui, bien sûr. Effectivement, voilà, ou en tant que chercheur ou en tant qu'ingénieur. Et si aujourd'hui, vous deviez passer un message fort pour quelqu'un qui vit un échec, justement, puisque qui travaille sur un produit et qui n'arrive pas il l'a développé, mais il n'est pas parvenu effectivement à le commercialiser. Qu'est-ce que vous c'est un peu mon expérience personnelle, c'est d'avoir du soutien, mais du soutien en dehors de la boîte. Donc, essayer d'établir des connexions hors de la boîte. Oui, donc aller vers les autres, vers pas seulement ses pairs, mais effectivement chercher aussi des ressources. Et aussi d'autres personnes qui passent par les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes, effectivement. Ouais. Et puis en parler, je pense aussi. Et en parler. Et trouver l'espoir qu'un jour, ces technologies, ces produits pourront percer. Et voilà, c'est ce qu'on a vu il y a 10 ans, un échec. Et aujourd'hui, je pense qu'on est à une croisée des chemins où le hardware et puis les cas d'usage IA se combinent pour pouvoir proposer au grand public un produit qui va vraiment résonner, qui ne va peut-être pas effacer complètement les smartphones, mais qui va d'abord être un très bon compagnon à un smartphone, donc faire des choses avec les lunettes qui n'est pas possible de faire avec un smartphone. Par exemple, depuis, moi j'ai des enfants de 16 ans, ils sont là en train de regarder leur smartphone dans la cour de récré et puis ne communiquent plus avec leurs amis. Et aussi, les adultes, c'est pareil. Alors qu'avec des lunettes connectées, on ne perd pas la connexion à l'autre, en fait. Du coup, la connexion le regard. À l'autre aussi, Là, je suis en train de regarder mon texte et de vous regarder aussi en même temps. D'accord. Et je n'ai pas ce... Parce que du coup, là, vous avez un texte qui défile finalement. J'ai un peu préparé mes réponses. Bon, vous ne les voyez pas non plus, mais moi, je les vois. C'est génial, c'est incroyable. Je vais pas avoir ce contact visuel avec la caméra ou avec vous. Et en même temps, bénéficier d'informations digitales qui sont projetées sur mes lunettes. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ce jeune homme de Neubourg qui un jour s'est envolé très loin de son village natal, notamment vers les États-Unis, là maintenant, que rien ne tombe tout fait sur un plateau, qu'il faut persévérer, surtout à travers les échecs, mais pas tout seul. Être entouré de personnes, pas seulement dans son entreprise ou dans son milieu familial. Je n'avais plus mon milieu familial quand je suis parti aux États-Unis, bien que j'ai rencontré ma femme aux États-Unis par après, mais d'avoir ce soutien international au sein d'une société internationale scientifique, et c'est ça qui est important. Que vous fassiez la médecine, que vous fassiez des maths, que vous fassiez de la biologie, que vous fassiez n'importe quoi, il y a toujours une société internationale qui est prête à vous accueillir, dans laquelle vous pouvez évoluer, non pas sur 1 an, 2 ans, mais sur 50 ans, voire 70 ans. Oui, donc oser aller vers les autres, pour ne pas se sentir seul, et puis effectivement provoquer l'échange, la relation à l'autre. Donc ça, c'est vraiment primordial. Alors pour terminer, déjà je vous remercie vraiment beaucoup pour cet échange. Je pense qu'on va encore pouvoir échanger après ensemble parce que c'est très riche. J'ai envie de vous citer la phrase de Jules Renard parce que je trouve que ça vous va. Je pense que ça vous colle pas mal. Enfin, vous me direz par rapport à votre parcours. Si je devais recommencer ma vie, je n'y voudrais rien changer. Seulement, j'ouvrirais un peu plus grand les yeux. Exactement. Et je ne changerai rien du tout. Vraiment, quand je vois les premiers balbutiements aux États-Unis, c'était pas évident dans les années 90, mais je ne changerai rien. Ça, c'est sûr.
Et ouvrir les yeux plus grands, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire s'entourer de personnes avec lesquelles on peut communiquer sur différents plans, sur le plan scientifique, mais aussi sur le plan personnel. Et ce sont surtout les autres qui arrivent à ouvrir vos yeux. C'est pas seul qu'on arrive à ouvrir les yeux, mais c'est aussi en échangeant avec les autres. Et avec les lunettes connectées, on peut échanger bien mieux parce que je n'ai pas à regarder mon écran, je continue à vous regarder, mais j'ai toutes les informations qui m'apparaissent devant les yeux sans perdre le contact humain. Qui est le plus essentiel, c'est le contact le contact humain. Je vous remercie. C'est très important en tout cas de le rappeler. Merci beaucoup. Merci. C'était Échouer pour réussir, un podcast de Paddock Academy. Merci aux assurances Castérotal et au CIC Grand Est, nos partenaires fidèles. Si ce témoignage vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner. À très bientôt pour découvrir comment un échec peut se transformer en réussite.